Alors, pourquoi s'attarder sur ces documents qui bien souvent font l'objet d'un classement vertical? Poubelle. Première erreur, car les enveloppes sont une partie essentielle de l'échange du courrier. L'emballage des correspondances fourmille de renseignements historiques, géographiques, généalogiques, sociétaux, perso ou simplement anecdotiques. En voici une présentation succincte pour vous inviter à porter un œil différent et à adopter un classement autre sur ces objets du quotidien. Merci à la SAEL de nous accueillir et comme dans SAEL il y a EL, nous serrerons de près notre département. À l'origine était le pli, simple feuille de papier pliée sur laquelle on écrivait l'adresse et que l'on confiait au service de la poste aux lettres. Nous sommes ici en 1838. À réception, on dépliait l'envoi pour prendre connaissance du contenu, de la teneur de la correspondance. Puis vint l'enveloppe dans les années 1850-1860. Celle-ci, qui est illustrée, est beaucoup plus tardive. Cette oblitération a été apposée à Langeais. Et réglementairement, il y a toujours au moins 2 empreintes. L'annulation du timbre, pour éviter toute réutilisation, et le dateur, bien lisible, le fameux cachet de la poste faisant foi. Pour compléter le tout, chaque courrier reçoit au dos une empreinte à l'arrivée, même si celle-ci est libellée départ, c'est bien à l'arrivée. Parfois s'y ajoutent quelques cachets de transit. Alors sur ce courrier, parti de Mortain, on y lit au dos toujours la marque ferroviaire, Granville à Paris, puis Paris à Rennes et arrivé à Chartres. Mais parfois un décryptage en bonne et due forme s'impose. Mais je ne vais pas vous prendre la tête pour vous aider à décrypter tout ça. Alors avant la moitié du XIXe siècle, le courrier était expédié généralement en port dû. C'est-à-dire que c'est le destinataire qui réglait le transport du message. Sur celui-ci, on aperçoit, en haut à droite, la marque d'origine uniquement de Chartres. Après la Révolution, ces marques seront associées au numéro du département. Les départements récemment créés. Pour nous, ce sera le numéro 27. Comme ici, sur l'illustration en rouge, 27 Illiers. Alors, le montant du port de ce courrier est de 1. Vous voyez la barre au milieu, c'est un 1. Donc de 1 décime. On utilisait le décime, une unité intermédiaire entre le franc et le centime. Et on reviendra également sur le i que vous voyez là-haut, cerclé. Si la plupart des chiffres se reconnaissent assez facilement, on s'arrêtera sur le 4 apposé sur ce pli. Et oui, c'est bien 4 décimes qu'a coûté le transport de ce message et qu'il a fallu régler à l'arrivée. Drôle de graphie pour le chiffre 4 qui ressemble un peu à un N minuscule. Alors quant aux envois en port payé, ils ne représentaient qu'une infime partie du courrier. Les lettres rouges PP l'attestent. Mais pour être certain que le facteur soit bien au courant, on barrait également la suscription, l'adresse, en diagonale avec 1 ou 2 traits. Autre cas, avec ce faire-part de deuil,
adressée par les carmélites de Chartres à leurs consoeurs de Morlaix. La congrégation avait obtenu au niveau national la franchise postale pour ce type de courrier uniquement, et que la mention Requiat in pace, en haut, à droite, attestait. Déplié, on voit en français, avec une sorte d'apologie, d'éloge funèbre de la sœur décédée. « 1830, une date importante dans l'histoire du courrier, dans l'histoire de la poste. D'abord, les correspondances seront à partir de cette année-là toutes datées, avec une empreinte qui sera aussi la marque d'origine. On va inclure et la date et l'origine du courrier sur le même tampon, sur la même empreinte. 1830, c'est aussi la création des facteurs ruraux qui parcouraient des distances pouvant aller jusqu'à 30 km par jour, à pied bien sûr. Une distribution régulière du courrier, alors qu'auparavant, il fallait envoyer ses gens au bureau pour retirer le courrier ou profiter d'un passage dans l'agglomération pour venir chercher, pour venir voir s'il y avait du courrier à votre nom. C'est pour ça que les adresses sont assez succinctes dans le libellé. On trouve Monsieur Untel à Chartres. Mais cette création des facteurs ruraux représentait une somme importante, un déboursé important pour l'administration. Alors donc, on a créé le décime rural. C'est dans un ovale le chiffre 1 romain avec la lettre D. C'est-à-dire que si vous envoyiez un courrier en provenance d'une localité qui n'avait pas de bureau, vous deviez régler un décime supplémentaire pour le port du courrier. Et s'il était adressé à une localité qui, elle, n'avait pas de bureau, même punition, un décime en plus. Autre date à retenir, bien sûr, 1849, et l'arrivée, le 1er janvier, du premier timbre-poste français. Cela va considérablement modifier les habitudes. Le courrier devra être affranchi et les frais de départ, les frais au départ seront réglés à ce moment-là en apposant un rectangle, un petit rectangle, il était noir, un petit rectangle de papier gommé qu'on a appelé un timbre-poste. Les frais de port seront unifiés. Le montant en sera le même que l'on écrive de Illiers à Haroux, de Chartres à Charlieu ou de Dreux à Brest. Ici, sur ce pli, le préposé du bureau a mélangé l'ancienne façon, les barres en diagonale sur le courrier, et la nouvelle en y apposant le timbre-poste. Alors, toute nouveauté a bien sûr des réfractaires. Et ils furent pénalisés par l'administration. Ici, au lieu de 20 centimes pour le timbre, le destinataire devra régler 30 centimes, soit quand même 50% en plus. Il faudra presque une dizaine d'années pour que le timbre et l'affranchissement se généralisent au départ et rentrent dans les mœurs. En 1852, chaque bureau reçoit un numéro alphabétique, coincé dans une grille pour annuler le timbre. Chartres avait le numéro 759. Ces numéros étaient donnés par ordre alphabétique au niveau national. Donc de nouveaux bureaux furent créés. La taille jugée trop petite des chiffres, et en 1862, nouvelle liste, où Chartres aura cette fois-ci le 908. Des créations qui furent abandonnées en
1876, on comprend pourquoi, la création de nouveaux bureaux fait que la numérotation ne résistait pas à l'emploi. Néanmoins, certains courriers étaient encore acheminés par des porteurs ou messagers privés. Celui-ci vient du Gué de Longrois. Aucune marque postale sur ce courrier, mais regardez bien et lisez en bas à gauche. C'est peut-être l'ancêtre de la lettre de motivation. Ce courrier n'est pas originaire de Chartres, mais de F, une localité de la circonscription. Le F, dans son cadre circulaire, provient d'une boîte dite rurale. Chaque boîte, aux lettres, avait, et on a encore, dans le cadre du bas, une lettre cerclée, une lettre de l'alphabet majuscule, A, B, C, D, et le facteur, lorsqu'il relevait la boîte, il avait un petit tampon encreur personnel, il ancrait la lettre et il apposait le courrier dessus, de façon à obtenir l'origine de la lettre. Il n'y avait pas de bureau de poste, il n'y avait pas d'empreinte libellée au nom de la commune, il y avait juste une lettre. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, parce que c'est quand même très difficile d'avoir la liste et l'origine de toutes ces lettres d'alphabet, d'autant plus qu'elles ont changé. Alors, vous avez eu le temps, pendant que j'expliquais tout ça, de porter vos yeux sur l'ensemble du document, et vous avez bien sûr remarqué que le nom du notaire, Maître Labiche, était quand même en très forte relation avec le nom de la rue où il habitait. Il habitait rue du Grand Cerf. Alors, de Dreux vers Chartres, en 1885, avec un E d'une boîte rurale. Le collectionneur a noté au crayon de papier, vous le voyez, le mot éclusel. Car c'est en retournant le courrier, un cachet commercial au dos, qui nous donne la solution, mais même si rien n'avait empêché l'expéditeur d'avoir posté cette lettre dans une commune aux alentours, dans une commune voisine. Mais enfin, la boîte F sur ce pli est située au Corvéléis. Alors l'entête commerciale de la lettre nous le prouve, nous l'atteste, bien que on met toujours quelques doutes sur tout ça. Alors la boîte B sur ce pli était située à Moutier-en-Beauce. Rien à voir avec l'ordre alphabétique. Elle a été datée de Warville, parce que lorsque le facteur rentrait de sa tournée, il déposait son courrier au bureau référent. Donc ici, le Moutier, c'est le bureau référent, était le Warville. Donc Warville était seul autorisé à dater le courrier. C'est le courrier à l'intérieur, d'ailleurs, qui nous a donné la clé de l'énigme. Alors, autre cas, un départ de Bayeux-le-Pin, plutôt de la boîte F, arrivé à Saint-Georges, sur Eure, mal ancré, on voit difficilement. Alors, la localité précise de ce F est impossible à connaître, sauf qu'ici, l'expéditeur a fait un effort pour nous aider, et en retournant la carte postale, on voit très bien qu'il est écrit une pensée, et il a complété de sa main de Chauffour. On ne le remerciera jamais assez. Mais néanmoins, toutes ces boîtes rurales restent un domaine très difficile et encore à étudier sérieusement, car environ 75% des empreintes connues ne sont pas localisées avec un indice de 5 sur 5. 1 sur 5, il y en a, 5 sur 5, moins sûr. Alors, si vous trouvez
La même chose, une lettre, mais dans un cadre carré, ce ne sont plus des boîtes rurales, mais des boîtes urbaines, apposées en périphérie de la ville en question. Car il faut savoir que la poste, à l'ouverture d'un bureau de poste, n'autorisait qu'une seule boîte, elle ne donnait qu'une seule boîte, celle qui était dans le bureau. Si la commune en désirait une autre, c'était à ses frais. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Alors, on dirait un courrier de Chartres pour Chartres. Mais non. L'empreinte BM, boîte mobile, circulait dans un train. On sortait la boîte à chacun des arrêts, on la rentrait, on y marquait le cachet BM, et à l'arrivée, au bout de la ligne de chemin de fer, ici Chartres, le bureau qui recevait le courrier datait le pli. Alors, d'où vient ce courrier? Alors, on trouvera la réponse à l'intérieur dans le texte de la correspondance. Ce courrier avait été rédigé à Épernon. Alors, restons toujours dans le train pour prendre connaissance de cette curieuse empreinte à bord ondulé. Ono à Maintenon. Alors, Ono ou Maintenon? Sans doute ni l'un ni l'autre. Car ces empreintes étaient apposées donc dans les wagons qui commençaient le tri du courrier, mais on ne mettait que les têtes de ligne. C'est-à-dire que ici, le wagon, le train, allait de Ono à Maintenon. Alors on ne savait pas trop où on en était, donc on mettait le cachet qui indiquait les deux têtes de ligne seulement. Alors dans le train aussi, mais les tramways également, comme celui-ci illustré par son cachet de Chartres à Bonneval. Notons que ce cachet est une découverte très très récente. Il était inconnu jusqu'en 2021. Alors, ne désespérons pas, il y en aura sans doute d'autres. De plus en plus difficile avec ce cachet. Mais où est Chartres dans l'histoire? Alors, cette empreinte ferroviaire a fait une station à Orgères. Ça, vous l'aviez vu. Sur la ligne, regardez bien au centre, Or-Chat. Autrement dit, Orléans à Chartres. Ce n'est juste qu'un arrêt, on appelle ça un convoyeur station. Donc, les cachets ferroviaires, pour les cachets ferroviaires, il y avait également, ça aussi, pendant qu'on y est. Donc, les cachets ferroviaires, comme là, Orléans à Chartres, on retrouvait toujours le même, mais dans l'autre sens. Si le train circulait de Chartres à Orléans, c'était marqué Char-Or. Et idem pour Ono à Maintenon, c'était Maintenon à Ono. Donc sur cette lettre, originaire de Brou en 1951, à la destination un peu embrouillée, ce n'est ni Mézières en Drouais, ni Mézières au Perche. Les facteurs se posaient des questions jusqu'à ce qu'un vieux facteur se souvienne d'un hameau du Pré-Saint-Évroult, qui s'appelait Mézières, donc du Pré-Saint-Évroult par Bonneval. On mettait les adresses comme ça, par Bonneval. Mais, alors pourquoi ici, par, en lettres majuscules, séparé par un point, donc P.A.R. Alors là, on a carrément abandonné les trains pour se retrouver dans l'automobile. Il s'agit, c'est la PAR, comme ça, signifie Poste Automobile Rural. Un service créé en 1930 pour désenclaver les petites communes qui n'avaient pas de bureau de poste. Un véhicule partait ici, dans notre cas, de Bonneval, suivait le circuit que vous voyez sur la photo, et en suivant ce circuit, il s'arrêtait dans chacune des communes qui n'avaient pas de bureau de poste, et il laissait le courrier, et il prenait le courrier,
chez une personne, qui pouvait être un épicier, qui pouvait être un garagiste, qui pouvait être un kidam, peu importe, et que l'on appelait correspondant postal. Le correspondant recevait le courrier quand la camionnette qui transportait du courrier, des passagers, de la volaille, tout ce qui pouvait se transporter, les courses qu'on ramenait du marché, ou les courses qu'on allait vendre au marché. Tout ça dans la camionnette. Donc notre homme, après avoir reçu le courrier, partait, consacrait 1 heure à aller distribuer dans la commune le courrier. Et les circuits étaient en boucle, de façon à revenir au lieu de départ, ici Bonneval. Alors, le cachet que vous voyez est libellé CP. CP. Rien n'indique l'origine, la localité de départ de ce courrier. C'est simplement écrit Bonneval, CP, numéro, et ils sont tous numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'ordre de la tournée. Ils sont plus récents, donc 1930, ça s'est arrêté en 1966 à peu près. Ils sont plus récents et donc mieux connus, on a des archives et on a pratiquement les listes de tous les correspondants postaux d'Eure-et-Loir. J'ai ajouté aussi également une plaque émaillée qui indiquait la position du local qui recevait le correspondant postal, qui recevait le véhicule et le courrier. Alors les bureaux maintenant, les bureaux de poste. On peut reconnaître l'importance d'un bureau de poste rien qu'en regardant le type de cachet qu'il pose sur le courrier. Les bureaux étaient classés en 4 catégories en gros. Alors en observant son aspect, on voit que les bureaux dits de direction, ces bureaux carrément autonomes, ont des cachets circulaires avec un cercle plein. Ici, un vert, qui était donc un bureau de direction. Pendant mon explication, vous avez eu le temps aussi, j'espère, de remarquer la concordance entre le nom de la localité et le nom du destinataire, entre le bureau de Hunvert et notre notaire, maître Goblet. Ce n'est en réalité qu'une question de capacité. Les bureaux moins importants, dénommés bureaux de distribution, oblitèrent le cachet avec une empreinte circulaire, mais dont le cercle extérieur est soit pointillé, soit tireté. Bureau avec des tirets. Donc eux, ils dépendent d'un bureau de direction. Alors un cachet pointillé, puis tireté, comme je disais, ici à Saint-Sauveur-Levaville. Descendons maintenant dans l'échelle un petit peu avec les cachets hexagonaux. Mais hexagonaux pleins, avec des traits pleins, réservés aux recettes auxiliaires rurales. Ici, c'est Roinville, qui deviendra, quelques années plus tard, Roinville-sous-Auneau. Alors, les bureaux de moindre importance, les agences postales, se reconnaissent à ce type d'empreinte hexagonale, mais à tiret. Alors, toutes ces empreintes nous aident à nous donner une idée sur l'importance, par exemple, de la population de la localité, qui avait un bureau souvent en fonction de son peuplement. Alors, beaucoup plus récentes maintenant, les flammes illustrées qui permettent aux chercheurs des années 2000 de retrouver, par exemple, la date du championnat du monde de motocross à Brou, ou alors celle du championnat de France de cross-country à Chartres, ou encore la troisième, d'avoir un petit volet de l'aperçu de l'histoire des pompiers à la Ferté-Vidame. Et il y en a bien d'autres. Mais ça peut nous permettre de retrouver quelques petites dates. La Poste, pendant les conflits, bien sûr, pendant tous les conflits, la Poste était là, était présente. Alors, ça nous laisse des marques sur le courrier, pas toujours postales, mais
fort intéressante à savoir. Alors ici, sur cette lettre, le 14 décembre 1870, cette enveloppe est passée par la Feldpost, le relais numéro 34, qui était basé à Chartres. Ça, on ne lit pas dessus, il suffit de le savoir. En 1915, donc Première Guerre mondiale, mais d'où? Alors c'est une des difficultés de l'étude des courriers de cette Première Guerre mondiale, puisqu'ils portaient tous un cachet d'origine libellé secteur postal numéro. Bon. Alors, les enveloppes étaient la plupart du temps muettes, mais pour l'ennemi aussi, sur l'origine et la localisation géographique du courrier. Les cartes illustrées, pourtant, il y en a eu du courrier. Des cartes de correspondance militaire illustrées comme ici, ou des cartes lettres. Mais parfois, parmi ce stock, on découvre une surprise datant de 1916. En ouvrant la carte lettre, qu'est-ce que l'on voit? Un trèfle à 4 feuilles d'époque. Alors, moins réjouissant, ce cachet rouge qui n'est pas postal, puisqu'il s'agit du cachet d'un hôpital temporaire à Chartres, libellé les Dames Blanches, qui se situait dans l'ancien collège Jeanne d'Arc, rue du Bourgneuf. Autre carte, choisie parmi des millions, des milliards même qui ont circulé, un retour à l'envoyeur sur donc une carte, et qui nous apprend que le brigadier qui était destinataire de cette lettre a été, par un tampon à 4 mots, tué à l'ennemi. La Seconde Guerre mondiale viendra ensuite. Alors, l'entête et le cachet d'expéditeur restent d'une sombre période, et c'est ici, à Chartres. Courrier de Strasbourg en 1942, adressé en poste restante. Alors, Émile Ribot, le destinataire, était-il de passage à Chartres? Ou craignait-il pour sa sécurité? Son courrier avait été vérifié pourtant par le lecteur, vous voyez dans le petit rectangle, 393, puis refermé avec une bande de papier. En France, des cartes spéciales ont été imprimées. On ne pouvait y écrire que sur 7 lignes, et rien de plus. Mais c'était déjà quelque chose. Car sur l'autre type de carte, il fallait ruser et jouer avec les mots pour donner un maximum de nouvelles familiales. Car ce n'était ouvert qu'aux nouvelles familiales. Avec 2 lignes du bas laissées libres. Sur ce courrier chartrain, la censure locale a fait son travail. Ouverture, lecture et fermeture, avec une bande à gauche qui nous dit que ça a été ouvert par la censure. Autre pli, cette fois-ci un pli américain, originaire de Chartres. En 1944, l'avancée de l'armée américaine se faisait avec tous les services nécessaires, dont la poste, ce qu'on appelle les APO, Army Post Office. Tous numérotés, ils ne fonctionnaient bien souvent que quelques jours à tel endroit, puis suivait l'avancée de l'armée américaine, et un autre pouvait les remplacer au même endroit. Alors sur ce pli, c'est le numéro 574 qui a officié. Vous le voyez? Inclus dans le dateur, sous l'année. Vous voyez, 574. Et le 574 était à Chartres à cette époque-ci. Et maintenant sur ce cachet manuel, toujours d'une APO, vous avez le bon numéro.
Vous l'avez vu cette fois-ci. Pas mal, hein? Courrier allemand maintenant pour un prisonnier allemand au dépôt de Chartres, à la limite de Lucé, avec une étonnante mention, enveloppe à ne pas remettre au PG. 17 octobre 1944 à Dreux, correspondance pour Berchères-les-Pierres, en franchise, avec l'empreinte de la compagnie FFI locale. Pas facile à trouver, les lettres avec les empreintes FFI. Et tout cela permet donc une recherche plus approfondie que cette petite revue que je viens de vous faire sur les courriers en temps de conflit. Alors ce tour d'horizon d'enveloppe permet aussi de retrouver des rues disparues, ou plutôt dont le nom a changé. Voici 6 exemples de rues chartraines. En 1834, la rue de la Monnaie, ou de la Vieille Monnaie, ne posait aucun souci au GPS du facteur. C'était la partie haute de la rue de la Pie, proche de la place Marceau. Monsieur Boutmar résidait rue de Chèvres, proche du marché aux moutons. Alors tapez plutôt maintenant rue Victor Gilbert sur votre GPS, si vous voulez vous y rendre. C'est derrière l'ancienne piscine de la Courtille. Troisième exemple, pour les 3 flacons, la rue des 3 flacons. Cette rue devenue depuis rue du Palais de Justice. Et la rue aux Fèvres. Alors ces gens-là travaillaient les métaux, pensez à Orfèvre. Elle était située dans le prolongement de la rue de la Clouterie, à partir de celle des Vieux Rapporteurs, jusqu'à la place du marché au Vieux Ballet, rue de la Volaille en 2023. Maintenant, elle est intégrée dans la rue de la Clouterie. Il n'y a de nos jours ni place, ni porte, ni dorée. Au débouché de la rue Saint-Yves, fermée par la porte de l'officialité, donnant sur une place, du marché aux chevaux, du marché à la filasse, elle est intégrée aujourd'hui dans la rue du Cardinal Pi. La place Saint-Saturnin. Sur cette lettre de 1799, la place Saint-Saturnin entourait l'église éponyme, dans laquelle le futur général Marceau sera baptisé. Cette église a disparu, il y a fort longtemps déjà, pour devenir la place Marceau. Alors à chaque bout du courrier, il y a quelqu'un, le destinataire et l'expéditeur. Commençons, si vous voulez bien, par quelques des destinataires. Voilà, Ferdinand Duguay, natif de Chartres en 1816, était poète et auteur dramatique. Il s'illustra en président pendant longtemps l'association des anciens élèves du collège de Chartres, mais également lors de l'occupation allemande en 1870, et en 1900, c'est lui qui reçut à son domicile le président Loubet en visite à Chartres. C'est une rue du quartier Jeanne d'Arc qui lui rend hommage de nos jours. Alors, celui-ci, avocat, journaliste, écrivain, et tout ça en tant que chartrain, de 1800 à 1862. Jules, doublé de Bois-Thibault, est l'archétype du membre de société savante d'alors. Excusez-moi, on va y arriver. Pardon. Alors, membre de la Société royale des antiquaires de France, il reçoit par ce courrier que l'on vient de déplier les remerciements du secrétaire pour le don d'un ouvrage. Autre rue chartraine, la rue
Alberto Capabianca, qui correspond donc au sculpteur d'origine italienne Alberto Capabianca, né en 1881 et qui décédera en 1962, qui était lié au pays chartrain par son mariage. Alors ce courrier lui est adressé à son atelier. Chartres, Lèves, Boisville-la-Saint-Père notamment, conservent certaines de ses œuvres. Et ce second courrier est adressé à son domicile, où son épouse tenait une épicerie au bas de la rue Saint-Pierre. Comme pour Doublet de Bois Thibault, nous possédons un courrier avec le contenu de celui-ci. Il était adressé au docteur Edmond Lescarbot, natif de Châteaudun en 1841, qui passera sa vie à Orgères, où il mourut d'ailleurs. Docteur en médecine, sa passion était quand même l'astronomie. Et il certifie avoir observé la fameuse planète Vulcain, hypothétique à l'époque et reconnue inexistante aujourd'hui. Sa notice nécrologique a été publiée par la SAEL en 1892. Alors, ce courrier déplié, c'était en réalité une convocation à l'Assemblée générale de 1854 de l'Association médicale du département d'Eure-et-Loir. Convocation signée Boutet, secrétaire, qui n'est pas le Daniel Boutet de la rue, mais un docteur vétérinaire chartrain. Piébourg, c'est une dynastie, ça, 3 générations d'entrepreneurs et d'architectes. C'est au grand-père qui est adressé cette lettre en 1831. C'est lui qui sera chargé du déblaiement des voûtes de la cathédrale après l'incendie de 1836. Cette lettre, elle, en 1842, c'est le grand-père qui écrit au père, Alfred Isidore, présent à Florence, poste restante. Lit-on sur l'adresse. Et on y trouve à l'intérieur quelques nouvelles de leurs affaires chartraines. La rue, Piébourg, c'est lui. Le fils, Alfred Étienne, laissera aussi de nombreuses traces monumentales en ville. Et ici, Madame Ballet écrit à son fiston, médecin des expéditions de Savorgnan-de-Brazza dans la grande forêt équatoriale. C'est loin le Gabon, c'est grand le Gabon, mais c'est bien arrivé au Gabon. Le maître Verrier, créateur des ateliers de la Clarté à Lèves, a aussi résidé à Chartres. En 1960, il habitait rue Chanteau. Voyons maintenant quelques expéditeurs que vous pouvez peut-être connaître. Sinon, lorsque j'aurai terminé, vous allez les connaître, c'est sûr. Alors, ce Léon Boucher, parisien, était le père de l'aviatrice Hélène Boucher, un vrai Eurélien, natif d'Épernon, décédé à Yermenonville. Ce courrier a été expédié à Maintenon, 18 mois avant le décès accidentel de sa fille unique. Voici maintenant une enveloppe très sympathique, expédiée de Rueil-la-Gadelière en juin 1940, où l'expéditeur a bien noté ses coordonnées au recto, ce qui évite de la retourner. Et c'est Maurice de Vlaminck, le peintre, en personne. La correspondance concerne uniquement les horaires des trains adressés à Henri Jonson, car il fallait aller le chercher à la gare de Verneuil. Alors le premier timbre français sur ce courrier est une pièce sympathique. Mais la fureur de lire va en faire un document remarquable en y découvrant la signature du mathématicien Michel Charles. La femme égyptienne sur cette carte ne présente pas un grand intérêt, la carte. Mais tout change en retournant le support
on oublie l'oblitération, le destinataire, pour regarder l'expéditeur et le signataire. R. Brandon. Ça vous dit quelque chose? Raoul Brandon, l'architecte de la Poste, l'apostrophe de nos jours. Pas mal non plus. Alors, sur cette lettre, juste un tampon, bro-hébertoire, sur ce pli, donc, et il suffit de le déplier pour découvrir une magnifique facture de 1869. Je dis magnifique, c'est pas moi qui ai payé. Véritable CV de leur récompense passée et de leur production actuelle. Alors nous terminerons par mettre en avant quelques localités, celles qui ont connu des variantes orthographiques notamment, quelques-unes seulement. Et encore faut-il qu'elles aient eu un bureau de poste pour pouvoir l'afficher sur le courrier. Alors Cloyes, en 1834, Cloyes s'orthographiait ainsi, c'est L-O-Y-E, pas de S. La lettre S sera ajoutée, puis la ville deviendra Cloyes-sur-le-Loir, en attendant le récent Cloyes-les-Trois-Rivières. Même combat pour Toury, avec un H en 1829, qui le laissera tomber très peu de temps après. On remarquera aussi la boîte rurale A et le décime rural sur ce courrier. Mais maintenant, vous savez tout dans ce domaine. Baudreville, avec ce E, B-E-A-U, reste un mystère. Jamais nous ne l'avons rencontré, orthographié ainsi, ni dans les actes administratifs, ni dans les délibérations du conseil municipal. Mais en 1900, c'était déjà le Baudreville, B-A-U-D. Ébrezol, saviez-vous qu'il s'orthographiait ainsi dans le premier tiers du XIXe siècle? Et la Loupe, avec 2 P, en 1832. D'autres noms sont parfois cachés dans la suscription. Ainsi, sur ce pli de 1808, on lit la destination de Nogent-Roulebois, le nom révolutionnaire de Nogent-le-Roi. Les regroupements de communes donnent lieu aussi à de nouveaux noms. Exemple, plus récent, 1972, Tremblay-le-Vicomte deviendra Tremblay-les-Villages. Alors c'est la fin, double fin, pourrait-on dire, puisque ces documents n'existent plus. Les communes nouvelles n'auront jamais l'honneur de figurer sur un emballage de courrier. C'est aujourd'hui une suite chiffrée, imbuvable et sans intérêt. Dommage. Alors c'est à vous de creuser pour percer les mystères de certaines empreintes. C'est à vous de rechercher pour illustrer vos écrits et rendre votre travail plus complet. Une monographie communale sans un paragraphe, une page, voire un chapitre sur son histoire postale est forcément inachevée. Un travail de mémoire autour d'une personnalité sans le timbre et la poste ne serait pas exhaustif. Merci de m'avoir suivi dans ce dédale, en espérant que vous n'en garderez pas trop de séquelles, juste ce qu'il faut.